Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chères auditrices. Après 3 mois d'absence, Covid, de Raoult, de Trump, nous voilà enfin de retour pour décortiquer l'actualité du PSG et le futur du PSG. Arrêt de la Ligue 1, Ligue des Champions, premier transfert, futur transfert. On va faire un grand tour de table. Avec moi ce soir pour en parler, Drayas, il est de retour. Bonsoir tout le monde. Et Kata avec nous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va commencer direct. On va commencer par une petite question un petit peu fâcheuse. Les négociations pour la baisse des salaires au sein du PSG, il y a eu plusieurs péripéties. On sait qu'il y a eu des négociations qui ont plutôt été vouées à l'échec. On est maintenant à une sorte de point de non-retour. Est-ce que vous en foutez? Quel est votre avis là-dessus? Drayas, vas-y, commence. Je pense que, ne serait-ce que pour l'image par rapport à la quantité d'argent qu'ils gagnent, ça aurait été bien si ça avait été fait, mais bon, c'est ça. De toute façon, on sait maintenant comment est le foot moderne, et on sait que beaucoup de choses tournent autour de l'argent. Certains clubs ont accepté de le faire sans problème, d'autres où il y a eu des discussions. Ça me passe un peu au-dessus de la tête, pour être honnête. Kata? Ouais, c'est une question un peu délicate pour moi aussi. C'est vrai qu'il y a certains Français qui ont vu leurs ressources baisser. Il y en a qui se sont mis au chômage partiel, qui ont touché un peu moins. Et en termes d'image, en termes de solidarité, c'est un peu moyen comme signal envoyé par les joueurs du PSG. Enfin, surtout que, voilà, ils sont payés clairement à rien faire, quoi. Après, voilà, ils ont des contrats, ils s'attendent à des retombées d'argent. On peut pas vraiment. Ouais, c'est difficile de leur en vouloir, mais on aurait aimé un petit geste pour l'image, quoi, et surtout pour les finances du club, quoi. Puis voilà, c'est un peu indécent pour les gens comme moi qui a passé tout son temps en télétravail dans le hamac et qui a touché une petite prime Covid parce que j'étais en première ligne dans mon hamac. Donc voilà, je suis choqué. Non, mais, ouais. Puis n'oublions pas que les footballeurs ont une famille à nourrir, n'est-ce pas Dimitri et n'est-ce pas Thiago? Kata me soulevait un point intéressant qui est l'impact sur les finances du club. Et faut peut-être parler de ça, du report du report financier, de quel impact ça pourrait avoir. Vas-y. Après, moi, je suis pas vraiment au courant. C'est juste le report financier a été reporté, mais ça sera appliqué plus tard, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Il a annulé cet été. Enfin, ils prendront quand même les 4 prochaines années. Il y a un espèce de report. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils vont se retrouver avec un vrai manque à gagner. Et pour le club, ça risque d'avoir un impact sur la manière avec laquelle construire les budgets. Alors après, tu vois défiler des rumeurs dans tous les sens, et tu as l'impression que ça n'a aucun impact, mais il y en aura forcément. On ne sait absolument pas le budget mercato qu'on aura. On est un peu tous dans l'inconnu. Qu'est-ce que vous pensez de cet arrêt prématuré du championnat de France, comme ses voisins belges et hollandais, mais contrairement aux autres grands championnats qui ont tous repris ou vont tous reprendre? Est-ce que c'est une bonne chose pour le foot français, une mauvaise chose? Et puis pour le PSG, est-ce que ça a un impact Kata? Forcément, ça va avoir un impact sportif parce que on est encore en lice en Ligue des Champions et que forcément, on va être un peu moins bien préparé que nos homologues des pays étrangers. Donc déjà, c'est un impact sportif pour la préparation. Après, ouais, c'est sûr que d'un point de vue football, ça donne l'image d'une France qui met pas le football au cœur comme priorité. Après, hors football, ça se comprend, quoi. Seb? Moi, alors oui, sur l'impact sportif, je pense que Kata a tout dit. Après, il y a quand même eu quelque chose de prématuré. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a eu un espèce de je te jette la patate chaude entre la responsabilité du gouvernement pour le fait d'y être arrivé ou la responsabilité de la Ligue. La Ligue va dire que c'est le gouvernement va dire que c'est la Ligue. Ça a montré, comme dit Kata, que la France était un pays où il y a une culture sportive qui n'est pas très, très prégnante et les gens ne savent pas tellement réfléchir par rapport au sport, aux impacts du sport, surtout à un sport comme le football qui a une visibilité qui est monstrueuse. Il y a eu une prise de décision qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapide. Il aurait été bien plus opportun de dire, par exemple, je sais pas, ça avait été annoncé, je me souviens plus, le 11 mai, et de dire, on verra à partir du 2 juin, et on se rend compte que si la Ligue 1 avait reprise, grosso merdo maintenant, un petit peu plus tard, dans 2 semaines, on aurait sans doute pu finir la Ligue 1, ça aurait été meilleur au niveau sportif, et du coup, peut-être que
dans un mois, on se rendra compte que le gouvernement français avait eu raison et que la Ligue avait eu raison. Mais la décision a été prise beaucoup trop vite. Moi, je suis un peu entre les deux. Je pense qu'il n'y a pas de solution idoine. De toute façon, on voit que la Bundesliga a pris va finir fin juin. De toute façon, eux aussi, entre fin juin et la Ligue des Champions mi-août, ils vont avoir un trou. Et je suis pour protéger les footballeurs. On voit que l'Espagne et l'Angleterre vont jouer chaque 3 jours. On remarque en Allemagne qu'il y a beaucoup plus de blessures pour le moment que ce qu'il peut y avoir dans une période normale. Je crois que sur les premières études, il y a 4 fois plus de blessures sur ces premières journées que sur des journées en temps lambda. Et donc, certains vont devoir enchaîner cette saison avec tout de suite la saison suivante, notamment dans le championnat espagnol, je crois, et anglais. Donc, on verra les impacts, mais ça peut jouer pour eux l'année prochaine, notamment. Donc, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, même si, effectivement, Darius l'a dit, ça a été pris un peu prématurément. Mais on va passer sur le vif du sujet. On va commencer par les joueurs en fin de contrat. Alors, les joueurs en fin de contrat, il y a Choupo-Moting, Kurzawa, Meunier, Silva et Cavani. Est-ce que vous êtes pour leur départ? On va faire au cas par cas. Ou contre leur départ? Darius, on commence. Bon, Choupo, Kurzawa, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Donc on va parler surtout de Meunier, Silva et Cavani. Darius, son avis sur les trois. Alors, pour Meunier, tout va dépendre du recrutement. Après, je pense que pour Meunier, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de trucs, et c'est pas mal de tourner la page. Ça peut être quelque chose de positif. Après, moi, j'aurais rien contre à ce que Meunier reste sportivement. Mais tout va dépendre en fait à quel point il va être remplacé. On a besoin d'un latéral qui a des capacités offensives. C'était le cas de Meunier. Si on n'en recrute pas un, ça serait un problème. Si on en recrute un, je pense que c'est pas plus mal. Pour Thiago Silva, il est impératif que ça s'arrête. Mais de toute façon, c'est parti pour s'arrêter. C'est une bonne chose. C'est un, c'est un joueur qui est sans doute un excellent joueur, mais qui a fait son temps, qui a été de toutes les défaites du Paris Saint-Germain. C'est vraiment le symbole. C'est injuste un peu de dire ça, mais il a un côté le symbole des remontadas diverses et variées que le Paris Saint-Germain a pu connaître. Il était à chaque fois sur le terrain quand ça se produisait. Il y avait des problèmes de communication entre lui et les entraîneurs. Bien sûr, tout le monde se souvient de Thiago Silva et Emery, mais c'était aussi le cas avec les autres coachs. C'est un joueur qui par ses déclarations, j'ai besoin de nourrir ma famille. C'est un joueur qui prend le capitanat pour lui, mais on peut déplorer par exemple la progression de Marquinhos qui a sans doute été freinée par le fait de devoir se mettre sous tutelle de Thiago Silva. C'est un joueur qui était fait pour être peut-être le meilleur lieutenant, mais à partir du moment où il a voulu devenir le patron, ça n'a jamais été le joueur qu'on pouvait attendre. Il est plus temps qu'il parte. Et il restait le troisième cas, Cavani. Cavani aurait dû partir il y a un an. Ça aurait été une belle fin. Bon, de toute façon, c'est un très beau joueur. Il est encore capable de rendre des services. Il y a une stat qui a été montrée récemment par Culture PSG qui montrait que Cavani était un des joueurs qui, lorsqu'il était en position de tir, marquait le plus, ce qui tend le coup à pas mal de préconceptions qu'on a de lui. Mais voilà, il est âgé. On a un joueur qui est Icardi, qui est amplement capable de le suppléer. Il est temps de passer à autre chose. Le petit but de Cavani en finale de Coupe nationale pour un départ, c'est ça? Exactement, oui, parce que c'est un joueur qui est important dans l'histoire du club, où il y a une vraie affection avec les supporters, mais il y a un moment où même les joueurs qui ont une vraie affection, il faut savoir passer à autre chose, et je pense que pour Cavani, il est temps de le faire. Kata, ton avis sur Meunier, Silva, Cavani? En fait, il y a un joueur qui sort du lot, c'est forcément Thiago Silva, parce que c'est un peu celui qui était titulaire indiscutable, quoi qu'on en dise, et qui reste, je pense, notre meilleur défenseur central. Bon, après, moi, forcément, je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Darius. Je veux dire, oui, c'est un peu dur de lui faire porter le chapeau, étant donné que en tant que symbole de la loose du PSG. Je veux dire, je pense que c'est un peu trop, c'est un peu trop le charger que de dire ça. Et non plus, et aussi le fait de dédouaner Marquinhos par rapport à Thiago Silva, moi je suis pas très d'accord. Je veux dire, Marquinhos, il est responsable de ses performances et ses performances n'ont pas été bonnes dans les grands moments. Il a fait des erreurs, notamment le match de la remontada où il est responsable sur 3 des 6 buts directement. Donc je pense que Marquinhos doit s'en prendre à lui-même par rapport à sa progression qu'il n'a pas eue, qui n'était pas la progression espérée qu'il a eue au PSG. Et comme un symbole, il a fait ses meilleurs matchs
où il a retrouvé un second souffle au milieu de terrain. Donc voilà, pour moi, c'est pas anodin. Et quoi qu'on en dise, si Thiago Silva part, ce qui va être vraisemblablement le cas, on va avoir du mal à le remplacer. Parce que déjà, dans l'effectif, ça va poser des problèmes. On va en parler tout à l'heure de faut-il remplacer ou pas Silva et par qui. Ouais, voilà. Je pense que Silva est notre meilleur défenseur et sur Marquinhos. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui est dit? Alors, non, déjà, après, Thiago Silva, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le joueur de foot et l'impact qu'il a dans une équipe. Techniquement, au niveau des capacités physiques, que ce soit de la tête, que ce soit la capacité à couvrir les angles, que ce soit la capacité à intervenir très vite, Thiago Silva a peut-être été le meilleur, meilleur défenseur central. Il est au-dessus de Ramos, quoi, en fait. Mais dans les faits, non, il est très en dessous de Ramos. Et pour Marquis, c'est plus complexe que ça. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, je justifie pas toutes les absences de Marquinhos par la présence de Thiago Silva. Ce qu'on peut constater chez Marquis, c'est qu'il y a vraiment un comportement de capitaine. Il y a vraiment une exemplarité chez ce joueur. C'est une manière de parler où il est écouté par les autres. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que quand Marquinhos est à côté de Thiago Silva, c'est Thiago Silva qui est le point de référence. Et quand Thiago Silva est le point de référence, que ce soit les discours, que ce soit etc., moi, il m'a jamais rassuré en tant que capitaine. Il m'a jamais donné l'impression qu'il avait une main mise sur son groupe. Il ne m'a jamais donné l'impression qu'il était capable de mener son groupe à une révolte, à quelque chose. Et ce que j'étais en train de mettre en avant, c'est pas dédouaner Marquinhos à tout va. C'est que quand il était à côté de Thiago Silva, clairement, le capitaine n'était pas Thiago Silva. Et c'est assez marrant que tu notes les matchs où il a joué au milieu. Tout à coup, il sort de la zone d'influence de Silva, il recommence à briller. Il ne faut pas oublier non plus que même s'il a eu un raté en centrale après cette période-là, il a aussi eu des très très bons matchs en centrale qui ont suivi cette période où il était au milieu. Et c'est un joueur qui a besoin comme ça de prendre le leadership. Et ce qu'on peut constater, c'est que Thiago Silva, lui, n'a jamais vraiment été capable de prendre le leadership. Thiago Silva, il a été à son meilleur quand il était avec Alex, ou après quand il était capitaine, il était avec Luis. Et Luis, c'est pas un mec qui va se faire influencer par un Thiago Silva. Mais dès que c'était lui le point référence, je suis désolé, il y avait vraiment des difficultés. Il y avait vraiment des difficultés de cohésion dans l'équipe. Il y avait des difficultés de communication avec les managers. Il y avait des difficultés dans tous les sens. Avec ce joueur, quoi. Je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a C'était pas eu. vraiment- Enfin là, tu parles de difficultés avec des coachs ou des managers. Je vois pas quelle difficulté il y a eu. Je veux dire, avec Laurent Blanc, ça se passait globalement bien. Avec Blanc, Tuchel, ça se passe très bien. Avec Emery, oui, il y a eu il y a eu le match de la remontada où il y avait cette histoire de consigne ou de bisbille par rapport aux consignes, mais Il n'y a pas que je ça. veux dire, ça a toujours été un cadre. Le staff de France se plaignait déjà de Silva qui jouait trop bas. Il y a Emery qui le met sur le banc pour un match important. Je sais plus Oui, exactement. ok. Non, mais tu peux dire que Emery, il y a eu un choix tactique et tout, mais. Laisse-moi finir. C'est-à-dire que tu as Emery qui avec oui, mais. un vrai problème. Ah pardon, je t'ai coupé la parole. Je te laisse finir. Non, mais moi, je veux bien te laisser développer, mais c'était juste. Enfin, pour répondre, je veux dire, Thiago Silva, quand même, dans les faits, ça a été un cadre depuis qu'il est au PSG. Là, C'est un cadre. Je veux dire, c'est un titulaire indiscutable. Et pour les coachs, c'est un cadre. C'est le problème, c'est que pour les coachs, c'est un cadre. C'est ce qu'on appelle les leaders négatifs. Il y a eu un retour de flamme de Thiago Silva par rapport à l'encadrement avec Thomas Tuchel, mais avec Emery, il y avait des gros problèmes avec Thiago Silva. Qui ont été montrés et quand il était sur le terrain et quand il n'était pas sur le terrain. Et dire qu'il n'a jamais eu de problème avec Emery, moi, ça me paraît. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas de problème avec Emery. Il a des problèmes avec Emery, mais Emery avait des problèmes à la fin. Il avait des problèmes avec un peu tout le monde. Il avait des problèmes avec Di Maria. Il avait des problèmes avec le milieu de terrain qui n'allait pas. Je veux dire. Sous Emery, il y avait d'autres problèmes. Le gros problème sous Emery, c'était pas la défense. Sous Emery, c'est peut-être là où on a fait nos plus beaux matchs de l'RQSI, certains des matchs. Mais moi, je critique pas Emery, je dis juste que sous Emery, il y a eu d'autres problèmes que Thiago Silva. Je pense que le problème principal, c'était pas Thiago Silva. Thiago Silva a quand même été un des problèmes, un des premiers problèmes à apparaître et un des problèmes les plus visibles. Et ça, c'était juste pour parler de Thiago Silva sans dépendre d'Emery. C'est-à-dire qu'Emery, là, j'utilisais en tant que coach. Et donc, s'il y a eu des problèmes avec les coachs, et ensuite de ça, Pasto, tu disais quelque chose de très juste, c'est que quand tu prends Thiago Silva à l'époque Blanc, tu as des Alex, tu as des Mota, tu as des Maxwell, tu as des Ibra. Il est quatrième adjoint.
il devient. Même s'il a le brassard. Mais, oui, et puis d'ailleurs, il ne l'a pas forcément tout le temps. Et il devient premier adjoint, enfin premier capitaine. Il n'est pas vraiment sous blanc. Il n'est pas vraiment sous blanc dans l'idée, dans la réalité des faits, dans la réalité des matchs, dans la réalité des relations avec les autres joueurs. Et ça, il commence à le devenir sous Emery, mais d'une manière très conflictuelle. Et il est de manière complètement indiscutable depuis Tourelle. Il y a vraiment des problèmes dans la conduite de l'équipe, dans la manière avec laquelle l'équipe joue ensemble. Il y a eu un moment avec Tourelle, quelque chose de très intéressant qui s'est passé la première année où Thiago Silva s'est retrouvé sur l'axe droit de la défense. Et tout à coup, il n'était plus le référent. Et il y avait beaucoup plus de cohérence. Mais pourquoi? Parce qu'il était déstabilisé, enfin, il était dans un autre rôle, il n'était plus dans un rôle central, et tout à coup, on avait l'impression qu'il accepte quelque chose. Mais on est très vite revenu dans les travers, où tout à coup, tu as une défense qui est désolidarisée de l'ensemble de l'équipe, dirigée par un Thiago Silva qui donne des instructions à l'équipe qui sont contraires aux instructions que les autres joueurs de l'équipe donnent à l'équipe. Et il y a une vraie dichotomie entre les instructions de Thiago Silva et les instructions autres, que ce soit le coach, que ce soit tous les éléments visuels que tu peux avoir en tant que spectateur quand tu vois les matchs, où il y a un bug, quoi. Et ce bug, il le personnifiait. Alors, c'est vrai que je suis injuste quand je lui mets toutes les remontadas sur le dos, mais néanmoins, comme tu le dis toi-même, il était capitaine de tous ces matchs-là, et à chaque fois, c'était lui. Et très souvent, quand il n'est pas là, on faisait Non, c'est pas que lui. Par exemple, tu regardes la remontada, c'est pas lui, il fait quand même le match contre le Barça, il fait quand même un gros match. Et il y a eu énormément d'erreurs. Il y a eu des erreurs de Marquinhos, des erreurs de Meunier. Non, je pense qu'il parle du 1 partout. Non, je parle de la remontada, du match de la remontada. Silva, un gros match? Au niveau de ses interventions, il a fait quand même un gros match. Alors oui, il y a eu... Kata. Silva est le pire joueur de ce match pour moi. Je vais juste expliquer pourquoi. C'est le joueur qui touche le point. Mais tu détestes Thiago Silva, donc. Des faits. C'est le joueur du PSG qui touche le moins de ballons ce soir-là, et il a une position moyenne qui est égale à celle de Trapp. Quand on se cache, on ne peut pas faire d'erreur. Silva ne veut pas faire d'erreur, mais tout le collectif est induit. Et d'une manière, tu vas défendre la prestation de Silva sur ce match par sa capacité à avoir des interventions qui sont positives. Mais Thiago Silva aura toujours des interventions qui seront positives. Pourquoi? Parce que c'est un défenseur qui voit plus vite que les autres, qui est capable de se placer, qui est capable d'intervenir. Mais c'est pas le rôle d'un défenseur central, c'est pas seulement d'être capable de faire des interventions, c'est aussi de poser une base arrière. Et pour ce qui est du match de la remontada, où justement tu vas avoir un capitaine qui va poser une base arrière, la base arrière du Paris Saint-Germain lors de la remontada, elle n'existe pas. Alors après, tu peux mettre la faute sur le milieu, tu peux mettre la faute sur les attaquants qui pressaient pas assez, tu peux mettre la faute sur la centrale. Mais en tout cas, il n'y avait pas de ligne de 4, il n'y avait aucune cohésion, et en tant que capitaine, c'est une faillite dramatique, la remontada. Je suis désolé, mais un défenseur, c'est avant tout un joueur qui ne doit pas faire d'erreur. Et sur ce match-là, c'est pas lui qui fait les erreurs. Après, oui, si tu te caches pour ne pas en faire et que du coup ça a un impact sur le collectif et que tu laisses les autres les faire, si c'est un problème, t'as Sarri quand il arrive à la Juve qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui a dit « Je ne reprocherai jamais à un de mes joueurs de faire des erreurs de placement, des erreurs de relance, par contre je leur reprocherai de se cacher. » Mais là, dans les duels, Thiago Silva, il s'est pas caché. Après, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, mais non, on n'est pas d'accord. De toute façon, tu as une position moyenne qui est la même que ton goal, je vois pas comment tu peux te cacher. De toute façon, oui, non, mais après, il subit aussi. Enfin, après, de toute façon, on va pas refaire l'histoire de ce match. Je pense que ça, c'est pas le sujet du podcast. On va en reparler sur est-ce qu'il faut le remplacer. Tu veux peut-être enchaîner avec Cavani et Meunier, du coup, pour se recentrer un peu. Ouais, peut-être qu'on va se recentrer un peu. Enfin, en tout cas, voilà, on va le voir après, mais en tout cas, remplacer Thiago Silva, ça va pas être une mince affaire. Pour Meunier, je pense qu'il a fait son temps, il est plus. Alors c'est vrai ce qu'a dit Drayas, on doit chercher un latéral droit offensif. Donc ça, c'est un poste qu'on doit combler. Et c'est pas si facile parce que sur le marché, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui sont intéressants à ce poste-là et qui sont disposés à venir au PSG. Donc ça va être un problème. Par contre, je pense que c'est la fin de l'histoire pour Meunier. Ça fait depuis trop longtemps qu'il a un niveau qui correspond pas à celui du PSG. Alors je sais pas si c'est les blessures, c'est la hiérarchie, c'est les coachs, mais en tout cas, il est plus dedans avec le PSG et je pense que c'est le moment que ça se termine. Avec Cavani, je pense que c'est un peu la même histoire. Alors là, on est quand même un joueur qui a un standing supérieur, qui a montré plus de choses. Mais je pense que c'est la fin de l'histoire pour lui, surtout depuis qu'on a fait l'acquisition de Icardi. Je pense que bon, c'était un signal pour lui
Je pense que c'est la fin de l'histoire avec le PSG. C'est dommage qu'on lui fasse pas, qu'on lui rende pas un hommage quand même. Même si je sais, enfin, tout le monde est au courant qu'il y a eu une scission, je veux dire, entre les supporters. Il y a le CUP et certains supporters qui le soutenaient à mort, de manière inconditionnelle, et d'autres que ça a exaspéré, qui voulaient le voir partir. Mais bon, je pense que c'est bien de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait. C'est quand même, à date, le meilleur buteur du club, de l'histoire du club. Donc voilà, donc respect pour Cavani, même si il a pu en agacer certains. Voilà, mais je pense que c'est la fin de l'histoire. Il y a moins de débat là-dessus. On va passer à la gestion des jeunes, enfin surtout des deux grands espoirs. Aouchiche, qui se dirige plutôt vers un départ. On sait qu'il a passé un début de visite médicale à Saint-Etienne. Et Kouassi, où on entend un peu tout et son contraire, qui serait indécis. On part un jour à Leipzig, un jour à Milan, un jour il veut rester. Pour vous, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute de leur entourage, la faute des joueurs ou la faute du club? Darius? Je pense que les joueurs sont les moins fautifs. C'est plus la faute de l'entourage et la faute du club dans ma lecture. La faute du club dans la gestion des jeunes, il y a eu des fois où on a vu cette saison, comment il s'appelle celui qui part, Choupo-Moting. Choupo-Moting qui est rentré pour les 5 dernières minutes, et on aurait pu se dire que tiens, pour 5 minutes, c'était peut-être l'occasion de donner un petit peu de temps de jeu à un Aouchiche. Plutôt que de faire ça, on a décidé de le mettre pendant un match qui était un match en bois et pas de le remettre après. Kouassi, c'est très différent parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on était en manque, et donc il s'est retrouvé de jeunes qui mériteraient d'avoir 5 minutes à potentiel titulaire. C'est-à-dire qu'à la fois, des fois, par certains côtés, on va trop vite, ou des fois, on ne le fait pas forcément bien. Et il y a toute une politique d'intégration des jeunes qui est à revoir. Pour moi, intégrer un jeune, c'est quoi? C'est sur les 6 premiers mois de l'année, lui donner 15 minutes de bout de match. C'est 3 minutes ici, 4 minutes ici, 5 minutes ici. S'il apporte satisfaction, bah, en deuxième partie de saison, tu lui donnes 1 heure et demie de match. Et s'il apporte satisfaction, bah, après, il est dans la rotation et on voit ce qui se passe. Mais à chaque fois, c'est un emporte-pièce. À chaque fois, c'est décidé par les événements, et on a aucune logique. Il n'y a pas cette culture et cette logique d'intégration des jeunes, et ça, c'est un vrai impact. On a eu des jeunes qui ont très très bien marché, Rabiot, on peut citer Kimpembe, mais à chaque fois, c'était par rapport à des manquements. Et pour les deux qu'on vient de citer, on peut quand même citer, c'est Carlo qui fait rentrer Kimpembe, ou c'est Laurent Blanc? C'est Laurent Blanc. Ouais, c'est Laurent Blanc. Très, très, 4-5 matchs, et c'est Emery qui le met d'entrée titulaire à la place de Luis. Ok, Laurent Blanc a bien fait le taf pour le coup pour Kimpembe. Carlo Ancelotti a fait le taf pour Rabiot. Rabiot. En le prêtant à Toulouse avec On peut parler de Marquinhos et de Verratti aussi, hein, qui sont Alors, arrivés jeunes. pas tout à fait, dans le sens où ils sont arrivés tout de suite avec le statut de rotation. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tout de suite en mecs qui vont. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas comme un Titi qui débarque du centre de formation. Il y a quelque chose de plus progressif avec un Titi qui débarque du centre de formation. Mais quand tu vois les matchs que faisait Aouchiche, lui donner 5 minutes par-ci par-là, c'était possible. Il avait montré qu'il pouvait le mériter. Il y a eu une hécatombe au milieu où Tourelle a préféré mettre parfois Bernat en 8 dans des matchs contre Le Mans de la Ligue. Et après, il faut parler de l'entourage. Il y a un truc que les gens ignorent, c'est le rôle des agents. Je recommande une série qui est formidable, qui fait très bien comprendre ça. C'est Sunderland Till I Die. Et en fait, on va se rendre compte qu'un agent va plus avoir intérêt à ce qu'un joueur change de club, tout simplement parce que c'est pas une question de transfert, c'est une question que l'agent va toucher une plus grosse commission quand ça va se passer. Et donc, on se retrouve avec des situations où les agents et donc l'entourage, il faut vraiment être conscient de ce que sont les agents pour des jeunes joueurs. C'est des gens qui connaissent la famille, qui ont séduit, etc., qui ont induit une relation de confiance, une relation de confiance complètement avec le joueur. Et si l'agent lui dit non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, le joueur va douter, et tu pourras aligner tous les arguments sportifs et économiques que tu voudras, et le joueur, il y aura un doute. Et donc l'entourage a un impact très très négatif. Voilà, donc pour moi, c'est les deux. Et je pense que les joueurs sont un peu victimes de cette situation parce qu'ils se font taper dessus par les supporters parce que c'est les premiers visibles, mais c'est pas vraiment les principaux responsables de la situation, quoi. Kata, est-ce que tu partages ce point de vue? Après, moi, je préfère voir les choses d'un point de vue un peu plus sportif, enfin, par rapport aux qualités des joueurs. Par exemple, Aouchiche, c'est un joueur qui, avant de jouer, il faut être quand même déjà montrer des choses aux entraînements. Donc ça, nous, en tant que spectateurs, on n'a pas trop d'informations là-dessus.
Après voilà, la Ligue 1, c'est, une ligue qui est un championnat qui est très, âpre physiquement. Donc il faut être au niveau, athlétique et il y a des joueurs qui ont un peu plus de mal, des petits gabarits. On a vu avec, par exemple, Lo Celso qui avait plus de mal. Aušiš, c'est un peu ce même profil-là, un peu plus fluet. Donc il était un peu moins armé, par exemple, qu'un Kouassi qui était déjà quand même, un peu plus développé athlétiquement ou qui avait, d'autres bases athlétiques, on va dire. Donc ça, c'est déjà un point et puis, bah, Kouassi a très bien répondu. Il y a aussi une question d'opportunité par rapport aux blessures, par rapport, au manque de l'effectif à un instant T et bah, Kouassi a bien répondu. Donc il a beaucoup joué, il a eu un moment où il a beaucoup joué et il a même failli gratter une place de titulaire, pour, le match retour contre Dortmund à la place de Paredes. Donc c'est dire la confiance qui a été accordée par le club et par le coach surtout. Donc, ouais, Kouassi, c'est un joueur qui a tout à fait sa place dans l'effectif et je trouve qu'il y a une bonne intégration, qui est proportionnelle, bah, aux performances qu'il a affichées avec le PSG, y compris, en Ligue des Champions. Et ça, c'était un peu surprenant. Le premier match qu'il fait, je crois que c'est Galatasaray en Ligue des Champions, Il est où il monstrueux. avait montré des bonnes choses dans un double pivot avec Paredes. Donc, Il a toujours ses soucis de saut de concentration par-ci, par-là, ce qui est normal pour un joueur de 17 ans, mais quand il est concentré, il est monstrueux en fait. oui, Il à marque partir de Gabi, pardon. là, en plus, il a la polyvalence, c'est qu'il peut jouer à la fois milieu et en défense centrale. Alors, défense centrale, je crois qu'il avait fait un mauvais match. Enfin, on avait pris beaucoup de buts, je ne sais plus contre qui c'était, mais en tout cas, c'est un joueur qui est techniquement qui est assez sûr. Donc, quand il joue en défense centrale ou au milieu, il est assez, Ouais, ouais. assez bon techniquement. Et aussi, il a une grosse plus-value au niveau des coups de pied arrêtés. Il peut marquer des buts de la tête et ça, c'est super important. Il a des vraies qualités de projection aussi. Ouais, ouais. Projection balle au pied. Alors, le match, Mais tu enterres, je dis juste, tu enterres un petit peu trop vite Aouchiche. Il Bah, est Aušiš, c'est pas si que ça, hein. je l'ai pas enterré, mais c'était juste que en Ligue 1, en fait, ce genre de profil, il aura toujours plus de mal à exister physiquement et je pense que c'est un joueur typiquement qui a besoin de plus de temps pour se développer et je sais pas si le système aussi si son profil correspond tout à fait à ce dont on a besoin. Un petit peu, Ouais. on avait quand même un énorme déficit de milieu haut, avec Ouais, notamment Neymar qui était énormément obligé de redescendre, avec des milieux qui étaient de manière générale beaucoup trop bas. Alors de temps en temps, on était en bloc et effectivement, tu avais les centraux qui étaient au milieu du terrain. Mais ça a été de temps en temps et ça n'a pas été la majorité du match. Et il y avait vraiment, enfin, on espérait tous par moment un petit peu de Draxler, ce genre de choses. Que Draxler n'a jamais vraiment, vraiment pu l'apporter. Est-ce que c'est de la faute du joueur, tout ça? On va pas parler de Draxler. Mais il y a le profil du milieu haut capable de faire le lien en fait entre le milieu bas et les attaquants s'il nous a fait cruellement défaut. mais je pense que lui, il manquait un peu cette dimension, athlétique et même physique pour, répéter les efforts pour, vraiment, s'imposer au milieu, quoi. J'en suis pas sûr. il était au-dessus physiquement dans J'en suis pas sûr, dans ouais, l'équipe ouais, de ouais. France Espoir quand il jouait la même catégorie de son âge, donc je sais pas vraiment. C'est vrai qu'on n'est pas à l'entraînement. Juste le petit aparté, quand tu dis qu'on a pris beaucoup de buts avec Kwasi en DC, c'était un 4-4 à Amiens, il me semble, si c'est celui-là que tu pensais. Ouais, c'était ça et d'ailleurs, il marque, je crois, en plus. Bah, il met un doublé et c'est un match où on Ouais. prend 3 buts avec Silva en première mi-temps où Silva est directement impliqué sur 2 buts. Silva sort à la pause, Ah on oui, n'en prend plus qu'un. c'est le, C'est juste mais une petite aparté pour en mettre une couche. c'est le vrai mauvais match de Thiago Silva. C'est peut-être celui où Avant défensivement, Dortmund, celui juste avant Dortmund, il revenait de celui où blessure, défensivement il où refuse le où frein, il rate tout, oui, ouais. Ouais, il C'est était, il le il match, revenait de c'est pas le blessure, match hein, qui mais raconte Thiago Silva, hein. il C'est pas le match était... qui raconte Non, non, Thiago il était à Silva. 50% de retour de blessure. Mais c'était pas Kwasi qui était directement impliqué sur les buts sur ce match-là. OK, bah, autant pour moi alors, mais On va passer à la première signature officielle du Paris Saint-Germain, Icardi, qui a signé donc, pour 4 ans, je crois, pour une somme qui est environ de 55 millions plus une dizaine de millions de bonus. Est-ce que, à ce prix-là, c'est une grande affaire, Kata? je vais juste attendre que mes voisins arrêtent de parler là. Seb, sinon tu On commences. les entend pas. On les entend pas, Kata. Ah bon, bah, on les entend pas. Bah, Icardi, c'était un joueur, dont on avait, une option d'achat qui s'élevait, il me semble, donc c'était 5 plus 65 millions.
Et donc, on a réussi à négocier, si je me souviens bien, un peu à la baisse. De 10 millions. Ouais. Voilà, donc bon, bah, Ouais, c'est 70 millions. On a réussi à négocier à la baisse de 20 millions. 55 plus 10 de bonus, donc avec si la moitié rentre. bah, je pense que c'était bien de s'assurer quand même cette signature-là pendant qu'on avait l'option d'achat, parce que ça nous évitait de renégocier après avec le club et surtout avec l'agent de Icardi qui n'est autre que sa femme. Donc là, on est rassuré. Un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Donc là, au moins, on est un peu, on sait où on met les pieds par rapport à notre secteur offensif. Alors c'est vrai il y a des gens qui pensaient qu'il valait mieux prendre une doublure ou un joueur un peu moins cher pour investir plus dans d'autres secteurs, typiquement le milieu ou les latéraux. Mais bon, je pense que cette stratégie était un peu risquée parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire venir des joueurs d'un très haut standing qui justifiaient le fait qu'on prenne pas Icardi. Donc je pense que c'était la meilleure décision à prendre. C'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui met des buts, c'est un joueur qui se blesse pas énormément. Donc voilà, c'était un choix logique de lever l'option d'achat. Seb. Bah, déjà, rebondir sur un truc que disait Kata, c'est ce qu'on peut constater dans les clubs à l'heure actuelle. Aussi bien les clubs qui ont un jeu qu'on va qualifier un jeu de position ou des clubs qui ont un jeu de contre-attaque ou des clubs qui se basent sur du gegenpressing. Le principe de n'avoir que 3 faux neufs à la grande époque de Barcelone, c'est plus tellement d'actualité. Il y a Liverpool avec Firmino qui a un peu un 9,5. Ouais, oui. Mais ça va être, voilà, c'est le contre-exemple. Parce que si tu regardes ailleurs, si tu regardes City, si tu regardes Leipzig, si tu regardes... Le Barça continue, mais ça marche pas très mais bien. voilà, c'est que majoritairement, maintenant, les clubs, ils ont un neuf qui est confirmé, qui est là. Et donc, on avait besoin d'un neuf, en fait. C'était impératif d'avoir un neuf. Et quand on laisse partir un des neufs qui était peut-être un des meilleurs sur les 10 dernières années, alors après, il y a des gens qui étaient au-dessus, qui étaient Cavani, bah, être capable de le remplacer par Icardi qui a presque le même standing, qui est plus jeune, mais qui a quasi le même standing, c'est forcément une excellente chose, d'autant plus au prix où on l'a eu. C'est très bien. Après, il reste une question qui est le coach en place et Icardi. Ça, c'est un truc c'est comme disent les Anglais, ça me puzzle parce qu'il y a eu une séquence, où tu avais un duo notamment qui était en train de se former, qui était Mbappé et Icardi, qui a vraiment brillé de mille feux. Mbappé servait majoritairement Icardi, Icardi servait de temps en temps Mbappé, et il y avait quelque chose à construire là-dessus. Mais je sais pas pourquoi Tourelle n'aime pas Icardi. Il n'a pas voulu poursuivre. Il y avait des moments où il préférait lui mettre Choupo-Moting, puis finalement il a relancé Cavani. Et Icardi est venu. Il lui a suffi quoi? Il lui a suffi que 3 matchs, que Icardi ne marque pas pendant 3 matchs pour dire ah bon, bah, ça y est, il est plus en forme, c'est bon, on va le mettre à la poubelle. Et il y a vraiment une relation entre les deux qui a l'air d'être déplorable et qui pourrait poser problème. Rajouter quelque chose, Kata, ou c'est bon? Bah non, je pense que Icardi est sorti de l'équipe parce que il avait pas fait de bonnes performances et qu'il était surtout pas en bonne forme physique. Et je pense que le staff et Tuchel, pour aborder la double confrontation contre Dortmund, voulaient des joueurs qui soient au top physiquement pour compenser les quelques. On avait quand même Neymar qui était pas en forme. On avait Thiago Silva et Marquinhos qui étaient pas en forme. Donc je pense que le staff voulait pas se permettre d'avoir un joueur comme Icardi qui était pas fit et disposé à faire les efforts en fait. Donc c'est pour ça que Cavani lui est passé devant en fait par rapport à cette caractéristique-là. Enfin moi c'est mon point de vue. Ouais, après, moi, il y a juste un truc sur lequel j'aimerais rebondir, c'est sur la capacité à défendre Icardi. Icardi, pour moi, c'est un joueur qui défend bien. La problématique, c'est la manière avec laquelle tu organises la défense dans ton équipe. C'est-à-dire que tu peux pas le comparer à Cavani, puisque c'est deux manières de défendre qui n'ont rien à voir. Cavani, c'est presque Sergio Aurier qui va défendre. C'est-à-dire que s'il va revenir, il va faire une course de 50 mètres, il va récupérer la balle avec ce but d'anthologie dont tu te souviens qu'il a mis avec le Uruguay, je crois, c'était avec le Uruguay ou avec le Paris Saint-Germain, où il récupère la balle au PSG, il a fait avec les deux. où il est à la finition. Mais Mauro Icardi, si tu as une équipe qui défend bien, qui est bien structurée pour défendre, pour récupérer la balle, c'est le mec c'est un des attaquants qui se place le mieux
pour empêcher les premières relances, pour couper les angles de passe. Et si tu sais construire là-dessus, tu te retrouves avec un joueur qui sait très bien défendre. C'est juste que c'est une défense, c'est pas une défense physique que va faire Icardi, c'est une défense tactique. Et comme c'est moins visible, il y a plein de gens qui avaient l'impression qu'Icardi en branlait pas une défensivement sur le terrain, ce qui n'est pas vrai. Je voulais juste pour profiter Non, mais après, on dit pas qu'il en branle pas une, mais forcément, un joueur qui est pas en forme physique va pas donner sa pleine mesure. Et forcément, comme tu dis, si l'équipe était bien structurée, bah, ça aurait pas posé problème. Mais là, on est dans un 4-4-2 qui est pas très équilibré, on va dire, surtout quand Neymar est pas en forme physique. Et Mbappé qui défend pas beaucoup, donc on n'est pas dans des conditions vraiment idéales pour. C'est possible, c'est possible. Voilà, donc, et lui, en plus, c'était pas. Je profitais de ta remarque pour apporter ce bémol sur Icardi par rapport à tous les trucs que tu peux lire à droite, à gauche, où les gens disent que Icardi ne défend pas, et c'est pas vrai. Pour aller dans le sens un peu des deux, tu parles de 4-4-2, justement, pas très équilibré, Kata, mais si on recrute un milieu, on va peut-être passer en 4-3-3, et un 4-3-3, on sait très bien que ce sera Di Maria, Neymar, Mbappé qui sera aligné par Tourelle. Bah après, ça, c'est toi qui le dis, mais on ne sait pas. C'est Mais après, oui, on a de bonnes raisons de penser pour que Neymar et Mbappé soient des titulaires et que Icardi et Di Maria soient en balance pour le troisième poste. Mais bon, ça, c'est si on recrute un milieu de terrain, suffisamment fort pour être titulaire, pour jouer en 4-3-3, voilà. On verra. On Donc, verra. on va maintenant parler des prochains postes prioritaires à pourvoir. Je vais vous faire poste par poste et vous allez me dire si on a besoin à ce poste et de quel profil. On va commencer par les gardiens de but. Est-ce qu'on a besoin d'un gardien de but et si oui, quel profil, Sam? Quelle tuile de ne pas avoir pu prolonger, de ne pas avoir les 10 millions d'euros nécessaires pour prolonger Sergio Rico. Il était parfait. Il a accepté le poste de numéro 2. Quand il rentrait, il était compétitif. Alors oui, il fait un petit peu plus de cagade que Navas, mais par contre, il a un meilleur jeu au pied que Navas, il faut quand même le dire. Quelle tuile, quelle complication, parce que entre un Aïrola qui a priori va penser qu'il est normal qu'il récupère la place de numéro 1 alors qu'il a toujours rien prouvé, hein, Aïrola, et dire que c'est un gardien jeune, ça commence à devenir une vaste blague. Ça commence à devenir une vaste blague. Enfin voilà, oui, c'est une tuile de ne pas avoir prolongé Rico. Et est-ce que c'est une priorité? Oui, quand même, oui. Tu as quand même besoin d'un deuxième goal qui est identifié et pas un troisième que tu vas promouvoir parce qu'il n'y a personne. Si tu as une blessure de Navas, voilà, tu as besoin d'en avoir un deuxième. Tata? Oui, il faut un gardien derrière Navas. Après, je suis pas d'accord. Désolé, hein, je suis pas d'accord avec Drayas qui dit que c'est une tuile. C'est pas une tuile. C'est déjà l'option, elle était élevée. 10 millions pour un gardien, un deuxième gardien, c'est très élevé sur le marché. Surtout par rapport au contexte du coronavirus. Et en plus, son salaire, je crois, était élevé aussi. Donc non, je pense qu'on peut largement trouver une doublure avec gratuitement ou avec une indemnité de transfert très réduite et avec un salaire qui serait plus adéquat avec le rôle de remplaçant. Donc typiquement Pepe Reina, par exemple, ça serait une bonne pioche, je pense. C'est vrai qu'on a l'air plutôt se diriger vers soit un gardien en fin de carrière qui coûterait une indemnité très faible, soit un nouveau prêt peut-être d'un autre. Ouais, voilà. Mais après, je pense que Drayas, de là à dire que c'est une tuile, je pense que c'est une tuile un peu fort quand même. Peut-être que j'exagère dans le mot, c'est une tuile dans le sens où si ça pouvait être réglé, on pouvait penser à autre chose, ça serait bien. C'est vrai que c'était la première fois depuis Souplessis, on avait une hiérarchie très claire avec deux gardiens qui avaient le niveau. Et avec une hiérarchie claire, pas de 1, pas de 1. Mine de rien, quand tu prends l'historique des gardiens chez QSI, les saisons où tu t'es dit, tiens, c'est clair, on avance, on sait où on va, t'en as pas eu des masses en fait. Et du coup, se retrouver avec une saison où c'était le cas et se dire, ah bah merde, on n'a pas pu confirmer ça, je trouve ça ballot, quoi. Je trouve ça, voilà, c'est bon, on avait la solution, on va créer un nouvel équilibre entre deux gardiens, comment ça va se passer? Voilà, c'est dans ce sens-là, tuile. C'est pas dans le sens, ah merde, Sergio Rico, il fallait absolument le garder. Même si moi j'aimais bien ce goal, mais. Après, le point le plus déterminant, je pense, c'était le gros problème, outre le fait qu'on n'avait pas de hiérarchie claire, c'est qu'on n'avait pas de bon gardien. C'est plus ça le problème. Mais des fois, on en avait deux qui étaient mauvais même. Oui, non, mais là, tu vois, ce qui résout les choses, c'est que là, on a quand même un bon gardien qui fait l'unanimité, qui est titulaire. Et je pense que ça ne sera pas forcément très difficile de trouver une doublure. Voilà. On va passer au poste des latéraux. Donc à gauche,
Et à droite, on parle beaucoup de Alex Telles à gauche qui serait en bonne voie. On parle de Maruzic à droite. Kata, qu'est-ce que tu penses de ces deux rumeurs? Est-ce que ça te plaît et est-ce qu'il faut recruter à ce poste en nombre? Déjà, il faut remplacer Kurzawa et Meunier. Donc, oui, effectivement, tu fais référence aux rumeurs sur Telles à gauche. Et il y a Tagliafico aussi de l'Ajax. Tagliafico, ouais. Moi, je pensais que Telles était un joueur de plus haut standing, mais après, je me suis un peu documenté et écouté les avis des autres. Et j'ai eu l'impression que Telles viendrait plus dans la peau d'un remplaçant de Bernat plutôt que d'un concurrent ou d'un titulaire. Donc ça m'a un peu surpris. Mais bon, je pense que de toute façon, il faut un arrière-gauche. Donc s'il y a Telles ou Tagliafico qui sont disponibles sur le marché, il faut les prendre. Et je pense que c'est pas des joueurs qui feront tâche dans l'effectif du PSG. Par contre, à droite, Maruzic, là où je sais plus. Maruzic. Maruzic, je pense que lui, c'est un peu une arnaque, c'est un peu une banane, quoi, on va dire. Mais je pense qu'il entre dans des stratégies pour faire venir Savic, parce que c'est deux joueurs qui ont le même agent, qui est Maître Kezman. Donc je pense que c'est plus histoire de faire un pack et de rincer l'agent. Mais je pense qu'au niveau sportif, on n'a aucun intérêt à faire venir Maruzic. C'est un joueur qui a perdu sa place à la Lazio, donc qui a même pas le niveau d'être titulaire à la Lazio. Donc, sa place, il est beaucoup blessé, donc du coup, il a peu joué, mais quand il était apte, c'était lui que Inzaghi mettait. ouais, enfin, intrinsèquement, c'est pas un joueur qui a le niveau. C'est un joueur qui a déjà 27 ans, qui a peu de références, c'est sûr. Ouais, enfin, on est plus sur un joueur de type Berchiche. Voilà, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. C'est le Berchiche droitier. Serbe, mais... Tu recruterais quoi comme profil arrière droit offensif? Tu l'as dit tout à l'heure, mais quelqu'un avec plus de références. Qui j'aimerais? Ouais. Moi j'ai un coup de cœur pour Attal parce que je trouve qu'il a du punch et qui peut même jouer un peu plus haut, mais moi c'est le joueur au niveau rapport qualité-prix que je trouve le plus intéressant, et en plus ça serait pas mission impossible de le faire venir étant donné qu'il vient de Nice, qu'il connaît le championnat, mais bon, là je pense que c'est une piste à oublier étant donné qu'il n'a pas joué depuis décembre. Donc Attal, pour moi, c'est pas envisageable. Il y avait Hakimi aussi sur le marché. Mais de toute façon, je pense que c'est mort parce qu'il va retourner au Real et qu'il coûte beaucoup trop cher. Sur le marché. Pardon? Il n'était pas vraiment sur le marché. On va dire qu'il n'était pas forcément sur le marché. Et sinon, il y a une piste qui a surgi ces derniers jours. C'est Dest, c'est un Américain. Ouais, de l'Ajax. De l'Ajax, qui a 19 ans et qui a un profil offensif fluide. Donc lui, ça serait éventuellement, si on peut le faire venir pour pas trop cher, je pense que ça serait une bonne piste, quoi. Mais aussi, tous les dossiers sont liés, donc si on fait venir par exemple un Savic, ça va coûter de l'argent, et donc est-ce qu'on aura suffisamment pour faire venir un bon arrière droit? Ça va être difficile. Marias, ton avis sur les latéraux? Voilà, quand on écoute ce que dit Kata a plus de connaissances que moi. Enfin, moi, je les connais, mais j'oublie, j'ai des problèmes de mémoire. Du coup, sur les joueurs, je peux pas vraiment me positionner sur les joueurs qui seraient à venir. Mais si on écoute ce que dit Kata, dans ces cas-là, il faut se faire une raison et il faut prolonger Meunier, quoi. Si c'est galère que ça, mais si c'est si galère que ça de faire venir un mec à droite, que ça mettrait en péril le fait de pouvoir recruter ton milieu haut, qui est le poste criant qui te manque depuis je sais pas combien de temps, dans ce cas-là, autant prolonger Meunier, et puis tu peux recruter ton milieu. Maintenant, moi, sur le papier, Meunier, pour moi, il part. Il y a eu trop d'histoires avec les supporters, il y a trop de trucs, trop de complications, trop de machins, trop de bidules, trop de blabla autour du football avec Meunier, en fait. Si on se rend compte, si on regarde depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un des joueurs où il y a le plus de blabla autour du foot. Et c'est chiant à la longue, donc c'est même pas que ces blabla étaient mauvais, c'est juste que c'est chiant qu'il y ait autant de blabla, et je suis pour qu'ils partent. Mais si c'est pour mettre en péril le fait de pouvoir recruter un milieu haut, dans ce cas-là, autant prolonger Meunier. Maintenant, en cas de départ de Meunier, comme le disait très bien Kata, il est impératif qu'on recrute sur les deux côtés. Pour le moment, juste, on a Kerrer et Dagba. Donc Kerrer qui part pour être titulaire.
à l'instant T, et Dagba qui est la doublure, quoi. Ouais, mais Dagba, il a toujours pas montré. En fait, il a montré des espoirs. C'est encore un jeune qui a été mal géré, qui a été Beaucoup blessé aussi, hein. déjà sur le terrain, qui a été beaucoup blessé, qui a été catapulté, qui a eu une prolongation beaucoup trop vite. Et pour l'instant, il a toujours aucune référence. Et mine de rien, ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait les matchs prometteurs, mais il a jamais fait les matchs références. Donc, et en pas mal de temps à l'arrivée. Et pour l'instant, enfin, tu peux pas te construire en envisageant un Oui, Dagba. je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut remplacer Meunier et que Dagba, enfin, moi, je C'est suis le content numéro quand 3. même de l'avoir, ce joueur, parce que s'il y a des blessures ou si, par exemple, Kehrer doit coulisser dans l'axe, on a quand même une solution de repli. Oui, oui, voilà, c'est le numéro 3. Mais ça peut pas être Voilà. le numéro 2, en fait. Ça peut pas être le numéro 2, il a Ouais, je pas. pense que c'est un peu léger pour qu'il soit numéro 2. Ouais. Non, à gauche, c'est sûr qu'on est un peu mieux loti qu'à droite. Bernat, même s'il a fait des erreurs en Ligue des Champions, répond plutôt présent. J'ai une petite préférence pour Tagliafico plutôt que Telles, parce qu'il a un profil peut-être un peu plus défensif, ça ferait moins doublon avec Bernat. Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir des mecs qui sont bons devant, mais qui sont capables de se débrouiller derrière, qui sont pas tout le temps en difficulté, tout le temps pris de vitesse. Ça peut être pas mal aussi. Et il a eu des gros matchs de référence, notamment l'année dernière en Ligue des Champions. Il a pas mal de sélections. Alors que Telles, c'est une sélection au Brésil et il a joué que dans le championnat turc et portugais, donc on ne connaît pas réellement son niveau dans les gros matchs en jeu, puisque Porto a toujours été éliminé en poule, joué l'Europa League. Ouais. Et sinon, en arrière droit, il y a aussi Cancelo, peut-être éventuellement. Ça, ce serait la très bonne pioche, oui, qui joue pas à City. Ouais, mais bon, je pense que c'est compliqué d'envisager une transaction entre le PSG et City, quoi. Mais c'est vrai qu'à droite, ça fait un peu plus peur, puisque oui, pour moi, Dagba et Kehrer ne peuvent pas être des titulaires dans un grand club. Et donc, Ouais. il faudrait une valeur sûre, mais pour avoir une valeur sûre, déjà, il faudrait qu'il y en ait des disponibles, il faudrait l'argent. C'est un peu compliqué. Voilà, Et dans ces cas-là, moi aussi, je prolonge Meunier, quitte à mettre de l'argent là-dedans. Mais non. bon, entre Meunier, Kehrer et Dagba, mon choix, il est fait sur Meunier, moi, tu vois, dans les trois. Aussi. Oui, moi aussi, franchement. Donc voilà, si c'est pour prendre quelqu'un qui serait doublure de Kehrer, je vois pas trop l'intérêt, ni financier, ni sportif. On va passer au poste de central, on en a parlé tout à l'heure. Donc si Silva part, est-ce qu'il faut recruter un défenseur central? Rayas. Bah moi, si Kaoussi reste, il n'y a aucun besoin de recruter un défenseur central. On a une paire qui a montré qu'elle était capable d'être performante, qui sont complémentaires, qui est Marquinhos associé à Kimpembe. Kimpembe qui nous avait fait très peur l'année dernière en début d'année, mais qui mine de rien s'est bien repris. Donc pourquoi ne pas partir sur la base de faire confiance à cette paire? On a un joueur qui est Diallo, qui pour l'instant a encore un petit peu des ajustements à faire, mais qui a quelque chose de prometteur, donc il peut être là en deuxième. On a Kehrer, si on en plus on a Kaoussi, on a ce qu'il nous faut. Kouassi. On a ce qu'il nous faut. Il y a pas. On a tellement besoin de joueurs ailleurs que central, c'est. En fait, on a tellement aligné les centraux. Si on regarde le nombre de centraux et la qualité des centraux qu'on a eu, les Alex, les Louis, etc., on s'est tellement préoccupé de ce poste-là que même si tu perds celui qui est l'élément phare pour certains et l'élément RAF pour les autres, ça ne posera pas de problème. Bon, Kata, on sait que tu ne seras pas d'accord à toi. Non, bah forcément, on peut pas être d'accord parce que, l'équation, elle est complexe parce que déjà, ça va poser de gros problèmes, le départ de Silva. Il faut obligatoirement le remplacer. Déjà, à date, on ne sait pas si Kouassi va prolonger. Donc déjà, on risque de perdre 2 joueurs. Marquinhos, s'il joue en défense centrale, il va y avoir un trou au milieu. Parce que pour le moment, c'est lui le titulaire au poste de 6 en l'état. Qu'on le veuille ou non, mais c'est la réalité. C'est lui le 6. C'est ni Paredes, ni Gay. Le double pivot avec Verratti, avec ces 2 joueurs, ne marche pas. Donc, que ce soit le double pivot Gay-Verratti ou le double pivot Paredes-Verratti n'a pas montré ses preuves. Donc, forcément, la meilleure paire qu'on a au milieu de terrain, c'est Verratti-Marquinhos. Ensuite, si on veut recruter, alors ça dépend. Si on recrute un 6 défensif, style Thomas Partey par exemple. Donc là, on peut avoir l'équivalent d'un Marquinhos, et du coup, on peut justifier le fait qu'on va mettre Marquinhos en défense centrale.
Donc ça, c'est une option qui nous permet de rester un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait l'an passé. Donc ça, on s'en tire bien si on arrive à faire ça. Mais le truc, c'est que les joueurs type défensif, 6 défensifs, qui peuvent jouer un double pivot avec Verratti, bah, sur le marché, ça sera impossible d'en faire venir cet été. Il n'y en a aucun de disponible. Enfin, vous pouvez vérifier sur Transfer Market ou si vous suivez la rumeur, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on va s'orienter probablement vers un joueur relayeur pour jouer dans un 4-3-3. Donc là, on va manquer d'un 6. Forcément, on n'aura pas de 6. Donc je ne sais pas si tout le monde arrive à visualiser les choses ou si je vous ai perdu. Non, je comprends ton point de vue, j'ai pas tout à fait la même visualisation, notamment. Mais juste, je vais prendre un exemple. Par exemple, allez, c'est Champagne, on fait venir Savic. On va en parler après au milieu. Oui, mais si tu veux, les choses sont liées en fait. Donc, Bon, bah, on parle du milieu maintenant. Si on fait venir Savic, milieu à 2 avec Verratti, Savic. Imaginons, c'est le Champagne, on fait venir Savic, on a mis du GHB dans le verre du président de la Lazio, tout va bien. Mais là, du coup, raisonnablement, on peut pas imaginer qu'on ait un double pivot Verratti-Savic. Bah, je suis pas d'accord avec ça, moi. Pourquoi? Là, Kata bug. Développe sur le double Bah non, mais c'est assez simple. C'est que Verratti, c'est plutôt un joueur de 4-3-3 qui est plus à l'aise dans un milieu à 3. Et que Savic, c'est la même chose. C'est que c'est pas des joueurs assez travailleurs pour jouer ensemble dans un double pivot. Déjà, quand ils sont accompagnés d'un deuxième joueur plus défensif, ça tire la langue. Mais là, les associer les deux, pour moi, c'est pas raisonnable. Oui, sauf que quand tu parles d'un deuxième joueur plus défensif, je pense que tu penses à Gay, et Gay était le joueur type qui n'était pas placé pour aider le milieu. Après, la problématique, c'est justement... Non, mais je pense pas qu'à Gay. Par exemple, tu mets Marquinhos. Oui, mais voilà. Le double pivot Marquinhos-Verratti, il peut marcher. Mais si tu mets par exemple Verratti-Paredes, c'est casse-gueule. Mais moi, ton double pivot Marquinhos-Verratti, il me pose souci parce que tu as trop souvent une... Alors, c'est là où Marquinhos était très étrange, parce que les meilleurs matchs où tu as vu ça, c'est que tu avais un milieu à 3, en fait, une défense à 3, je veux dire, et tu avais Marquis qui venait s'intercaler, et Marquis était un espèce d'hybride entre central et milieu. Ben ça, tu pourrais l'envisager dans l'autre sens, c'est-à-dire que Marquinhos n'est plus un hybride entre milieu et central, tout à coup il devient un hybride entre central et milieu. Et tu peux tout à fait réfléchir comme ça. En fait, tout dépend de la manière avec laquelle tu construis ton équipe. Si tu es capable de me citer, si tu regardes des équipes, si tu veux, tu n'es pas obligé en permanence d'avoir un point de référence qui est défensif. Ça dépend de la manière avec laquelle tu vas organiser ton équipe, de la manière avec laquelle chacun va participer au jeu, chacun va participer au jeu sans ballon. Et c'est tout à fait possible de s'organiser par des systèmes de compensation. Je veux dire, si, par exemple, si tu as Marco Verratti et SMS, si tu as les deux qui sont au milieu, tu en as un des deux qui monte, l'autre reste en retrait, et tu peux tout à fait avoir un central qui est dans cette espèce de zone entre deux, qui va compenser, en fait, sans aucun problème ça. Et ça peut marcher dans l'autre sens. Et après, quand l'argument du physique pour Marco Verratti, c'est plus que Marco Verratti ne doit pas être laissé complètement seul au milieu. Où là, effectivement, il est perdu, il recommence à ressembler à un poulet sans tête, il ne sait plus dans quel sens il doit courir. Mais par contre, dans les 1 contre 1, on les connaît assez. Enfin, les interventions de Marco Verratti, elles sont réelles. Il y a même le point d'orgue où il essaye de dessaper l'attaquant en lui baissant son short. Mais si tu veux, il lâche rien, Marco Verratti, quand il en a. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, Marco Verratti, c'est un joueur de milieu à 3. Il peut s'adapter, mais avant tout, c'est un joueur de milieu à 3. On le voit très bien qu'il est plus à l'aise en sélection italienne. Non, mais moi, ça me paraît logique on ne peut pas contester. Ça ressemble quand même beaucoup à un milieu à 2 où tu as quand même un Jorginho, Marco Verratti, et effectivement, sur le papier, c'est un milieu à 3, mais quand tu regardes la manière avec laquelle joue la squadra, visuellement, tu as plus l'impression de voir un milieu à 2 que de voir un milieu à 3. Et sur Marco Verratti... Il y a un joueur qui court plus qui fait des compensations, que ça soit Barella ou Tonali, ou c'est un joueur qui a un volume de course. Ballon, l'Italie, c'est un 3-2-4-1. Mais au-delà de ça, Marco Verratti est un joueur pour jouer à 3. Marco Verratti, quand on joue à 3, il est en 6, ça pose problème parce que effectivement, c'est pas le point de référence. Quand il est en 8, ça pose problème, sauf quand il est à côté de Thiago Motta, parce qu'en fait, tu te retrouves avec un espèce de milieu à 2, le fameux milieu à 3, Thiago Motta, Marco Verratti.
Mince, comment il s'appelait l'autre? Matuidi. Bah, tu as un Matuidi qui est devant et tu as Thiago Motta et Marco Verratti qui en fait sont dans un milieu à deux avec un espèce de milieu excentré. Tu sais pas bien où il est, tu sais pas bien ce qu'il fait sur le terrain. Bon, ça c'est un autre débat, on va pas recommencer à parler de Matuidi. Oui, Mais, mais il court, Matuidi, il est capable de dans les, compenser défensivement, oui, il est dans capable les de faits, rééquilibrer l'équipe, c'est pas mais Neymar, quoi. dans les faits, donc, oui, ça, là on est d'accord. Mais dans les faits, si tu veux, dans ce fameux 4-3-3, tu avais un milieu à deux. Et Marco Verratti, pour moi, ma lecture, c'est qu'il n'a pas apporté les références en 6 dans un milieu à 3, il n'a pas apporté les références en 8 dans un milieu à 3. Et Bah, c'est là fondamentalement, où il était le plus à l'aise, c'est en quand même relayeur pas droit les dans un meilleurs milieu à matchs. droite. Après, que ça ne Pour moi, plaise pas, que ça moi, vous les meilleurs, convienne pas, mais pour moi, c'est les son meilleurs meilleur poste, quoi. je finis juste, Kata, s'il te plaît. Pour moi, les meilleurs matchs de Marco Verratti cette saison, et tu l'as dit toi-même, c'est les matchs où il était associé à, mince, comment il s'appelle, Marquinhos. Marquinhos. Et dans un milieu à deux. Et c'est là où il était le plus cohérent, le mieux placé sur le terrain, le plus utile à l'équipe. Et c'est à ce moment-là, où, pour moi, il exprimait toutes ses qualités. Et si tu retournes sur la squadra, effectivement, c'est quand il est avec Jorginho qu'il exprime toutes ses qualités. Et c'est pas être dans un milieu à trois. Il y a cette espèce de légende sur Marco Verratti, il faut qu'il joue à 3 parce que Laurent Blanc l'a installé dans un milieu à 3. Mais même si on regarde bien sous Laurent Blanc, visuellement, Mais c'est quand tu, pas, quand tu regardes c'est les pas une effectifs, légende, en fait. vous C'est voyez quoi. pas... Alors, c'est pas une légende, sauf que Verratti, que ce soit dans le PSG de Blanc ou dans l'Italie de Mancini, quand il joue 8, c'est un duo monorythmique bas. Mota Verratti, Jorginho Verratti. Donc tu joues sur une équipe qui a son épicentre du rythme bas. Quand tu as Neymar dans ton équipe, tu peux pas te permettre ça. Parce que tu te retrouves à Neymar qui va devoir venir décrocher beaucoup plus bas et ça va créer encore le trou qu'on a à chaque fois entre Mais lui. je comprends pas. Mais là, de toute façon, dans le 4-4-2, Neymar, il décroche, de toute façon. Pour l'instant, oui, parce qu'il n'a pas le Je veux choix. dire, Mais c'était la même chose sous Blanc avec Ibra. Hein. Tu avais mais, exactement le même enfin, format je veux sous dire, Blanc Ibra. la question, elle est simple. De toute façon, on a des milieux de terrain. Si les milieux de terrain, ils sont 3, les milieux de terrain, ils vont fournir moins d'efforts physiques que s'ils sont 2. Pas forcément, Oui, mais ça après, dépend comment tu non, t'organises. pas Hein. forcément, parce que si tu as un Ça, 4-3-3 qui ça, fait que ton bloc est coupé, les joueurs vont devoir faire beaucoup plus ça d'efforts. dépend vraiment comment tu t'organises. Hein. Non, mais C'est une le question profil d'un milieu de la manière terrain, dont c'est un joueur qui est plus apte à courir et plus apte à avoir une couverture défensive Mais qu'un attaquant ou qu'un défenseur. Savic, c'est un joueur qui fait énormément de retours défensifs. Hein. Oui, mais il n'est pas au point de... Et Verratti aussi, du coup, dans un 4K2, quand tu as deux joueurs Non, qui mais sont... non, mais, Je non, mais là, en fait, je enfin, je suis préfère désolé, avoir hein, du mais hybride là, si, on parle si c'est dans un... l'imaginaire, en fait. Là. Enfin, je veux dire, Savic, là, il a jamais joué en... Lui, il a son 4-3-3, il a jamais joué dans un double pivot. Ah, peut-être, je sais pas, je le connais pas assez moi. Là, avec la Lazio, il joue pas dans un double pivot, Savic. Il y a eu certains matchs dans la défense à 3, même si c'est plus un 3-5-2 que tu avais un 10, mais tu as eu des hybrides de double pivot avec Savic. Bah, moi, j'ai vérifié quelques compos, parce qu'il y avait des gens qui disaient que Savic avait joué 6. Moi, j'avais vérifié quelques compos. Et pour moi, la Lazio, ça joue tout le temps en 5-3-2, donc avec 2 pointes, mais Savic avec un milieu à 3. 4-1-2, mais oui, globalement, c'est plus entouré de deux autres milieux. Après moi, contrairement à toi, dans un milieu en double pivot, je veux pas un 6-1-8. Hein. Moi, je préfère deux hybrides 6-8. Dans un milieu à deux, pour moi, il n'y a plus de question de poste. C'est une question de complémentarité. Oui, non, mais je veux dire, déjà d'un point de vue stratégique, faire venir Savic pour le faire jouer dans un double pivot, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Ben, pour toi, mais moi j'ai du mal avec cette lecture dans le sens où c'est comme, pour moi en fait, tu vas lire les lignes indépendamment du reste. Pourtant, tout à l'heure, tu me disais. Non, mais je lis pas indépendamment, mais encore si tu m'avais dit, on fait une défense à 3 et on fait un double pivot, Savic-Verratti. Je t'aurais dit, ok, c'est faisable, ok, mais là, tu parles d'un 4-4-2. J'essaye de dire autre chose, laisse-moi aller au bout. C'est pour moi, tu réfléchis par milieu, par etc. Mais tu vois, par exemple, moi là, j'ai un petit coup de cœur avec le confinement et tout ça, c'est Leipzig. Si Leipzig, tu es capable de me dire dans quelle formation ils sont en train d'évoluer, ouais, si tu veux, tu vas regarder sur Google, tu tapes Leipzig et puis tu vas voir où est-ce que sont mis les points. Mais si quand tu regardes le match, tu es capable de te dire s'il joue en milieu à 2 ou s'il joue en milieu à 3, bonne chance, bravo et bravo pour y arriver, mais moi j'en suis incapable. Pourquoi? Parce que pour moi la question c'est comment est-ce que tu organises l'équipe dans un ensemble. Et à partir du moment où tu organises l'équipe dans un ensemble, la problématique n'est plus de savoir si tu es à 2 au milieu, la problématique c'est de savoir est-ce que les espaces sont couverts par l'ensemble de l'équipe pour bloquer et est-ce que tu as les outils
aux différents endroits par rapport à où est-ce que vont se mettre les mettre dans les moments où ils y sont, pour pouvoir faire circuler la balle et la faire avancer vers l'avant. Et si tu veux, pour moi, tu es vraiment dans une lecture, ah bah voilà, bah on a une défense, ok, on a une défense à 3, donc à ce moment-là, on peut avoir un milieu à 2, ou sinon on va avoir une défense à 4, et bien dans ce cas-là, on peut pas avoir un milieu à 2. Mais pour moi, tu peux en fait renverser le problème. Tu peux renverser le problème et te demander comment est-ce que je peux utiliser au mieux les capacités de mes joueurs pour faire mieux jouer l'équipe. Et dans ce cadre-là, si tu as un Marco Verratti à côté d'un Savic, je vois pas en quoi ça poserait un problème. Mais moi, je vois pas en quoi ça sera un atout, en fait. Alors, Ben, je vais te reposer la question. Voilà, en quoi c'est un atout? Et ben, c'est un atout dans le sens où tu as deux joueurs qui sont assez forts pour l'impact défensif, qui peuvent avoir des problèmes, Ah oui, effectivement. mais c'est pas leur point fort. Non, mais qui peuvent avoir des problèmes. C'est surtout enfin, pour Savic, je peux pas trop parler parce que je le connais pas assez. Mais pour Marco Verratti, son problème, c'est quand il est laissé seul et qu'il doit défendre seul une zone. Là, effectivement, il est parfaitement inutile. Mais comment ça se fait déjà de base que tu aies un joueur qui soit laissé seul à défendre une zone? Déjà, là, il y a un problème. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que quand tu as la balle dans une zone, tu devrais avoir 3-4 joueurs, de par les positionnements des uns et des autres, qui devraient couvrir par les permutations, par les déplacements, etc. etc. Et Marco Verratti, effectivement, va avoir un problème là. Mais si tu veux, c'est pas tout à coup en alignant 3 joueurs au milieu puis 4 derrière que tu vas commencer à résoudre tes problématiques de circulation de ballon. Et en quoi ces deux-là seraient une solution? C'est juste que Marco Verratti, c'est un joueur qui est très fort pour les transitions entre 6 et 8. T'as Savic qui est très fort pour entre 6 et 10. C'est deux joueurs qui permettraient tout à fait, à la fois en portant la balle, à la fois en trouvant des passes, de créer les transitions sans aucun problème vers l'avant. Et c'est des joueurs qui individuellement sont capables de défendre, et à partir de là, tu construis l'organisation pour qu'ils ne se retrouvent pas isolés dans une zone. Ouais, mais enfin, moi, pour moi, où ça tient pas la route, c'est que au niveau du volume de course qu'ils proposent, ok, je veux bien comprendre que tu Pas un des mecs qui considères court le pas. moins, Marco Ouais, mais Verratti. je veux bien comprendre qu'on ne considère pas une Verratti, c'est structure pas un des mecs qui court le figée, moins. une Marco Verratti, c'est pas structure. beaucoup. Hein. Hein? Marco Verratti, c'est pas un des mecs qui court le moins sur le terrain. Oui, non, mais il a des problèmes physiques. Voilà, c'est Il pas a du non mal à plus un courir. marathonien, quoi. Par contre, quand tu dis qu'il n'avait pas joué, qu'il n'avait pas fait des bons matchs sous Carlo, le duo Verratti-Mota en 4-4-2 quand Matuidi ne jouait pas était plutôt très satisfaisant, hein, notamment le match retour au Camp Nou. Ouais, mais on avait. Ok, mais là, on avait d'autres types d'ailiers. On avait des ailiers des milieux excentrés qui étaient beaucoup plus travailleurs que ce que proposait Neymar ou Di Maria. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai, mais Je veux c'est à dire, ce moment-là où en c'était tant que plus coach, un milieu à 4 plutôt mais qu'un milieu à 2. Mais c'est en ce moment-là où, en tant que coach, tu dois aussi savoir parler à tes joueurs pour les inclure dans un Non, projet. Et c'est important. Moi, non, mais là, tu te rends compte de ce que tu dis. Derrière, tu Kata, dis qu'en fait. Kata, j'entends ton argument, mais quand on a mis des joueurs physiques à côté de Verratti, que ce soit Matuidi ou Gay, enfin, que ce soit des joueurs qui étaient censés faire les essuie-glaces, à l'arrivée, oui, à l'arrivée, Verratti, c'était le joueur le plus bas, c'était celui qui faisait le plus de récupération, c'est celui qui défendait le mieux quand c'était le soi-disant joueur physique censé équilibrer qui déséquilibrait plus la chose. Bah, pas vraiment, pas avec Marquinhos. Avec Marquinhos, ça marchait plutôt bien. Avec Marquinhos, ouais, mais avec Stambouli, avec, comment il s'appelle Bah oui, mais après, c'est des joueurs d'un calibre. Je veux dire, Kubiak. Stambouli. Ça n'a pas marché ces profils-là, pareil. Après, si oui, il se partait, je prends ça, parce que le mec, il sait tout faire, c'est un joueur complet. Après, c'est pas non plus extraordinaire parté, tu vois, dans la relance. Ça sera un upgrade à Marquinhos, on va dire. Et s'il y a un 4-3-3, du coup, tu verrais comment, par exemple, si Savic vient? Bah moi, donc si Savic vient, donc moi je verrai un 4-3-3, parce que je vois aucune raison de faire un double pivot Tu mets Savic-Verratti, donc comme je l'ai expliqué. Donc moi je verrais plus un milieu, donc je verrais plus Savic en relayeur gauche, Verratti en relayeur droit et un 6. Donc le 6, ça pose problème. Donc moi je verrais soit Marquinhos, mais du coup si Marquinhos on le met en 6, on n'a pas de défenseur central. Donc, en fait, on se retrouvait qu'avec Kouassi et Kerrer éventuellement, mais Kerrer aussi le titulaire à droite pour le moment. Donc, en fait, ça pose vraiment problème le fait qu'on ne remplace pas Thiago Silva. Moi, vous savez ce que je fais, hein, s'il y a un 3, je mets Verratti ici, je mets Savic et j'achète un autre relayeur. Mais Bah oui, mais t'as pas les sous pour acheter Savic plus un autre layer. C'est tu vas acheter improbable en fait. un autre 6. Ah non, tu mets Marquis, mais dans ces cas-là, il faut acheter un DC, donc ça revient au même. Oui, c'est ça en fait. C'est ce que je te dis. C'est que pour moi, si tu achètes un milieu haut, et c'est ce qui va se passer, parce qu'en fait, il n'y a que ça sur le marché, il n'y a pas de 6. Partez, par exemple, on peut dire bye-bye parce que Il va prolonger tout de suite. il veut pas venir. Donc, en fait, il n'y a aucun 6 sur le marché. Vous pouvez vérifier les auditeurs, vous tapez ce transfert market, milieu défensif, il y a 0 option.
Pellegrini, c'est à 30, c'est pas non plus, tu vois, un petit Pellegrini. Pellegrini, Savic, Verratti. Mais Pellegrini, c'est pas un 6, c'est un Ouais, 8. Verratti en 6. Oui, mais Verratti aussi. Ouais, mais là, tu te retrouves avec 3 joueurs qui n'ont pas vraiment de culture Oui, défensive. mais Verratti en 8, il va se reprocher du Oui, 6 et mais tu seras oui, mais coupé en 2. en 6, il sera pas bon. Non, C'est- et puis Pellegrini, est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire au PSG? Je veux dire. Et ben, pourquoi on ferait pas une équipe Eh ben, livrée c'est par la rapport à ça? problématique. Non, mais Pellegrini, moi, j'ai peu vu de matchs de lui, mais de ce que je vois, ça. Alors, peut-être que je vais dire des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un peu le Savic du pauvre. C'est un Pellegrini. joueur qui se rapproche un peu de Adli, j'ai l'impression. C'est un grand de taille qui a quand même des capacités à dribbler, à faire des petites différences, mais j'ai pas l'impression que ça soit. Je sais pas s'il pourrait jouer relayeur, je sais pas s'il pourrait jouer sur un côté. J'ai du mal avec ce joueur. Enfin, j'ai du mal à identifier. En tout cas, oui, c'est sûr qu'on navigue un peu avant, on ne sait pas exactement ce qu'on aura et on a déjà des débats avant même qu'ils arrivent, on en Mais aura. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça paraît quand même compliqué d'avoir un 6 athlétique. Donc typiquement un profil type Partey ou même un 6 tout court, hein, même un Cavaminga, même un Tonali déjà. Toutes les pistes qu'on avait il y a quelques jours là. Exemple, elles- Benasser, t'en penses quoi? Qui ça? Benasser. Ah oui, donc Benasser, c'est l'autre, la cible du moment, on va dire là. Ouais. Benasser, il a le mérite d'être gaucher. Donc c'est un profil de joueurs qu'on n'a plus trop parce qu'on avait Lo Celso, Matuidi, Rabiot qui sont partis. Donc on n'avait plus de gaucher au milieu. Donc au niveau des angles de passe, dans un milieu à 3, avoir un milieu relayeur gauche qui est gaucher, ça peut quand même apporter des options tactiques intéressantes. Il peut jouer aussi en 6. Je pense que pareil, il est trop léger pour être dans un double pivot avec Verratti, par exemple. Moi, je le verrais plus en relayeur gauche. Donc ça serait plus un plan B par rapport à Savic. C'est un avis sur Benasser ou tu connais pas? Je le connais pas assez. Pour moi, Benasser, c'est le problème, c'est encore le même problème que Paredes avec Verratti. Ils ont la même zone, les trois. Donc si tu mets Benasser en relayeur avec en plus Verratti et en plus un 6, ça va ressembler à rien du tout. Après, Benasser, il a quand même des capacités quand même à se projeter. Il est un peu plus costaud que Verratti. Ouais, mais c'est un joueur qui va quand même beaucoup décrocher. C'est un joueur qui met un but, 2 passes D comme Verratti ou Paredes. C'est quand même un joueur qui a tendance à être, quand il joue en 8, à jouer comme un 6. Paredes marquait plus. Ouais, c'est un joueur, on va dire, plus de contrôle plutôt que Voilà, dans le jeu sans ballon pour aller faire des appels derrière les lignes adverses. il est capable de faire, mais c'est pas non plus extraordinaire. De toute façon, cette année, en club, il a beaucoup joué en 6. Ouais. Après, à la Cannes, moi, je l'avais vu. À la Cannes, je l'avais vu jouer. Il est capable de faire des courses. Il a ce côté guerrier, un profil assez proche de Verratti, sauf qu'il est gaucher et qu'il est un peu plus grand. Mais je suis d'accord avec toi au niveau des stats, c'est un peu style Verratti, quoi. Et au-delà des stats, c'est juste la capacité de se placer entre les lignes haut. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est de là. Oui, c'est ça, la capacité à se placer entre les lignes haut. Et pour l'instant, on se repose sur Neymar pour le faire. Avant ça, on se reposait sur Ibrahimovic pour le faire. Entre les deux, on était dans la merde, sauf quand tout à coup, Emery a réussi à faire jouer son équipe. Mais grosso merdo, c'est le point déficient du Paris Saint-Germain depuis la période où Javier Pastore est bon. Et la période où Javier Pastore était bon. Ouais, après, de toute façon, il n'y a pas de. De toute façon, on ne peut pas faire l'équipe parfaite. Là, il faut essayer de voir les joueurs les plus pertinents, les plus intéressants qu'on peut avoir sur ce mercato. On n'aura pas l'équipe parfaite de toute façon. De toute façon, il n'y a aucun club en Europe qui a une équipe parfaite, hein. Peut-être Liverpool, qui se débrouille plutôt bien avec 3 milieux plutôt défensifs, avec Firmino qui décroche. Mais il n'y a aucune. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe qui soit vraiment rodée et qui soit vraiment bien huilée, quoi. Munich, c'est pas mal. Munich, ouais, ils ont trouvé un équilibre en 4-4-2. Et puis ils ont des latéraux qui sont extraordinaires, leur milieu est... Mais après, voilà, ils sont... D'ailleurs, Kata, le milieu de Munich. Goretzka, Kimmich, 2 petits gabarits, de 8. C'est pas Goretzka qui joue en titulaire, c'est Alcantara. Goretzka, c'est un grand gabarit plutôt.
Oui, Oui, mais il est plus c'est quand même un devant. joueur qui se projette. Savic aussi, c'est un grand gabarit dans ces cas-là en taille. Oui, oui, oui. Mais Ce si que Basso mettait en avant, c'est que c'est un milieu à deux avec des profils Technique, avec des créateur. profils que tu dépeignais. Oui, Enfin, oui, oui. Bah, effectivement, là, tu pourrais on a une remplacer, comparaison qui est pertinente. tu pourrais remplacer Verratti et Savic et les mettre à Munich et ça crierait pas, quoi. Kata, tu disais? Non, je disais que là, la comparaison avec Munich, elle est pertinente parce que c'est l'autre grand club européen qui joue en 4-4-2. Mais sauf que eux, ils ont des milieux latéraux, donc c'est Coman et Gnabry, qui sont beaucoup plus disciplinés que ce que C'est vrai. peut proposer Neymar Mais et Di pour Maria. Neymar, je suis pas tout à fait d'accord. Pour Mbappé, c'est très vrai. Pour Mbappé, Non, pour non, 4-4-2. Mbappé, de toute façon, ouais, il joue pas, pour mais Neymar, mais pour Neymar, c'est un peu moins vrai. Neymar, dans les grands matchs, il te les fait ces trucs. Ça va dépendre des consignes que va lui donner le coach, mais Neymar, les efforts, il les fait. Oui,